Rebonjour les cinquièmes, voici une seconde vidéo à travers laquelle on va explorer cette deuxième phase de la guerre de Cent Ans qui commence, je l'ai dit, par la grande peste noire. Alors cette peste noire, d'où vient-elle? Elle vient d'Asie, elle vient de Crimée. Alors il faut, je vous l'avais dit un tout petit peu en cours, il faut s'imaginer que d'Asie sont venus des conquérants à la fin du XIVe siècle, des conquérants extrêmement vicieux, redoutables, les Mongols. Les Mongols arrivent jusqu'aux portes de l'Europe. La Crimée, c'est une petite presqu'île au sud de l'Ukraine. Et ils assiègent une place forte qui est tenue par des marchands italiens, des marchands de Gênes. Gênes est une ville en Italie du Nord, près de la mer. Ils n'arrivent pas à prendre la ville, d'autant plus qu'une mystérieuse maladie qu'ils ont amenée avec eux décime totalement leurs troupes. Ils meurent par centaines, par milliers, et le général en chef des Mongols décide, puisqu'on crève, qu'ils crèvent eux aussi, et ils catapultent leurs cadavres au-dessus des murailles tenues par les Génois. Les Génois, qui sont des marchands, rentrent chez eux, et vous pouvez vous imaginer le mécanisme de propagation. Évidemment, la maladie se propage. Alors la peste, est, dans sa plus violente version, est ce qu'on appelle une peste bubonique, c'est-à-dire qu'elle provoque l'apparition de boutons qui finissent par éclater les uns après les autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez vous imaginer que c'était pas une mort très sympa, et en plus pas une mort très odorante. Nous sommes en 1368, donc traité de Bretigny, la peste noire arrive par-dessus, et en tout, en Europe, c'est entre le tiers et la moitié de la population qui est morte. Imaginez un peu le désastre. Alors, le royaume de France, lorsque s'achève le XIVe siècle, en 1368, sa situation n'est pas très brillante, disons-le. Le roi Jean II, je l'ai dit lors de la précédente vidéo, est prisonnier. La France a perdu le tiers de son territoire par le traité de Bretigny. La peste noire décime la population et c'est à peu près la moitié de la population française qui va partir. Bref, c'est pas très joyeux. C'est à cette époque-là qu'apparaît le fils de Jean II, prince régent, Charles. Alors ce Charles, il va jouer un grand rôle puisque contrairement à son père et à son grand-père, il va être un roi tout à fait capable. Il n'a pas démarré avec les bonnes cartes. Je vous ai dit lors d'une précédente vidéo que même sa capitale, Paris, va se soulever contre lui. Et donc Charles va, par la ruse, la force, l'audace, inverser totalement la tendance de la guerre de Cent Ans en faveur des Français. Alors Charles va s'appuyer pour la reconquête de son territoire sur un homme qui s'appelle Bertrand du Guesclin, un chevalier breton, en qui il va donner toute sa confiance. Il le nomme connétable, c'est-à-dire chef de ses armées, et avec ses armées, Bertrand du Guesclin va adopter une nouvelle stratégie. Plutôt que de chercher à affronter en face les Anglais et leurs redoutables archers, il va les harceler, leur tendre des embuscades, toujours refuser l'affrontement et les prendre toujours par surprise, faire le siège de villes tenues par les Anglais et les prendre une à une. Cette stratégie va marcher puisque quand Charles V et du Guesclin disparaissent en 1380, non seulement la tendance s'est totalement renversée, mais en plus les Anglais n'ont plus que deux villes. Donc, lorsque Charles VI, fils de Charles V, arrive au pouvoir, il est jeune, mais il hérite d'une situation totalement apaisée, un territoire clean, reconquis. Charles V avait instauré une monnaie d'or, le franc, a instauré une armée permanente au service du roi seul, a maîtrisé ses impôts en épargnant notamment les Français, comme quoi il existe un dirigeant qui peut être sympa au niveau des impôts. Bref, la situation économique de la France est bonne, la situation militaire de la France est excellente, et le territoire français est quasiment entièrement sous contrôle. Situation idéale. D'ailleurs, Charles, futur Charles VI, est, donc je le disais, jeune, il est surtout extrêmement populaire, et lorsqu'il arrive au pouvoir, il est appelé Charles le Bien-Aimé, ou alors Charles l'heureux du peuple. Il épouse une princesse de Bavière, Isabeau. Les fêtes sont extraordinaires, c'est un prince qui adore la fête, s'habille richement, distribue son argent à tout va, bref, un roi forcément aimé, mais le désastre va très vite arriver. Et encore une fois, puisque cette guerre de Cent Ans va être pleine de rebondissements, comme un bon feuilleton, eh bien, la courbe va s'inverser à cause d'un événement particulier qu'on verra dans la vidéo suivante.